Bonjour tout le monde. Si la semaine précédente vous n'aviez pas eu droit à une vraie séance de mécanique, aujourd'hui vous allez être servi. On va tenter de démarrer notre Audi 200 sortie de grange après ses 15 ans de repos forcé. J'ai pris un peu d'avance après avoir monté la voiture là où je vais travailler dessus. Avant de mettre une batterie et de tourner sauvagement la clé, après autant d'années sans mouvement, il est plus sage de lubrifier les cylindres et de prendre ses précautions en cas de blocage. Quand on dépasse la décennie sans démarrer un moteur, même à l'abri, il arrive qu'on ait de mauvaises surprises. Ici, j'ai choisi de verser un peu d'ATF par les puits de bougie. Sans oublier de les remonter par la suite, on va éviter de nouvelles déconvenues. Après ça, il vaut mieux attendre quelques jours et surtout, avant de vouloir faire tourner le moteur au démarreur, retirer de nouveau les bougies pour laisser le liquide s'évacuer par là où il est arrivé, au cas où il en resterait. Sinon, on pourrait provoquer de sérieux dégâts. 3 jours plus tard, le temps est au beau fixe et la route avec le ML chargé d'outils et de cartons orange est franchement agréable, même si une petite pointe de stress me taraude. Et pour bien faire, la vidéo du jour a été sponsorisée par Autodoc. Et je les remercie parce que toutes ces pièces là qui vont servir au redémarrage de l'Audi, et peut-être même un petit peu après, c'est eux qui me les ont fournis gracieusement. Donc pour ça, je pense que c'est à saluer. Alors voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé, mais normalement, il doit y avoir tout ce que j'ai demandé. Alors, ici on a tout le freinage. Ben, le paquet est un peu plus gros. Donc là on a vraiment le kit pour tout ce qu'il faut faire pour démarrer cette voiture qui n'a pas tourné depuis 2006. Donc ça fait un bail. Autodoc est le distributeur numéro 1 de pièces auto en Europe, et leurs 4 millions de références sont d'une aide précieuse lorsqu'on cherche à redonner vie à un vieux tromblon comme celui-ci. Les pièces commencent à être difficiles à trouver, mais dans mon cas j'ai quasiment pu trouver tout ce qu'il me fallait en espérant qu'on ne soit pas confronté à trop de problèmes. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Après une si longue immobilisation et sans savoir exactement ce qui a pu provoquer la mise au rebut de la voiture, il y a quelques vérifications majeures à assurer. Pour pouvoir par exemple vérifier l'état de la distribution et son bon calage, il vaut mieux déposer les éléments de la face avant. Avant de démonter le carter de distri, il nous reste 2 éléments à retirer. Ici, je m'attaque à l'échangeur du circuit de suralimentation. Ensuite, il restera à dégager les courroies qui passent devant le carter. Première découverte, à ce stade, une des courroies d'accessoires a été coupée. Et on comprend pourquoi, puisque l'alternateur est totalement figé.
Bonne nouvelle, la courroie ne présente aucune craquelure et à première vue le calage semble cohérent. Comme dit un peu plus tôt, en supposant que l'ATF ne s'est pas écoulé des cylindres vers le carter d'huile, je retire les bougies pour que l'huile puisse être éjectée lorsque le moteur tournera au démarreur. Et ça ne tourne pas. Mais fausse alerte. Si en tentant de faire tourner le moteur, vous sentez comme moi la voiture bouger, c'est qu'un type mal réveillé a oublié de remettre la transmission au point mort. Le premier motif d'inquiétude peut maintenant être laissé derrière nous. Le moteur tourne librement, sans point dur. Il faut juste espérer qu'il ne se comportera pas de la même façon avec les bougies remontées. Maintenant qu'on sait que la distrie est ok et que le moteur est libre, il faut vérifier l'état de l'admission. D'ailleurs, en vérité, il aurait fallu faire ça en premier. Encore que, sans les bougies, le risque d'aspirer des débris est assez limité. Comme j'ai retiré le tube reliant le plateau sonde au turbo, on va pouvoir regarder ce dernier de plus près. Rappelons que le moteur a plus de 275 000 km, la couche de cambouis n'est pas là sans raison. Si les ailettes de la turbine portent quelques traces, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter outre mesure à ce stade, surtout en considérant que son jeu est dans les tolérances. Je vais maintenant regarder comment est le plateau sonde. Sur ces injections mécaniques, c'est ce système qui fait office de débitmètre. L'air aspiré par le moteur lève ce plateau qui se comporte comme une sorte de robinet vis-à-vis des injecteurs. C'est un système à la base très rudimentaire qui a été complexifié au fil des années et qui n'est pas connu pour son extrême fiabilité dans le temps. Dans la boîte à air, on retrouve un filtre coton réutilisable. Je m'y attendais un peu. Il est propre en tout cas et la boîte l'est aussi. Ce que je redoutais vu les conditions de stockage, c'était de retrouver un nid de souris par exemple, ce qui est assez courant malheureusement. Dans notre cas, rien de tout ça. Après une pause déjeuner en express, je vais vidanger le moteur. C'est pas qu'il y a une urgence, mais simplement, j'ai tout comme vous peut-être, envie de savoir si cette voiture a un avenir sur la route. L'huile est assez foncée, mais surtout, il n'y a pas d'autre liquide dedans. Voir couler un peu d'eau à ce stade aurait été plutôt inquiétant. Je peux remettre de l'huile neuve qui sera elle-même rapidement vidangée si ce moteur manifeste un peu de bonne volonté. Dans l'hypothèse où le moteur tournerait bien au démarreur, je place de quoi empêcher l'huile de crépir le dessous du capot. Bien, maintenant qu'on a vérifié tout ça, il faut mettre une batterie en place et surveiller que ça ne sent pas le roussi et qu'aucun arc électrique ne se manifeste.
Jusque là tout va bien. Voyons voir ce qui se passe en mettant le contact. Et ben en tout cas, rien de spécial en voulant lancer le moteur. J'entends juste un relais claquer. Si au départ je m'imagine qu'il s'agit justement de celui du démarreur, je comprendrai plus tard que c'est ce qu'on appelle le Relief Relay qui fait son job. Son rôle est de couper le jus aux accessoires inutiles pendant que le démarreur est censé tourner. Lui fonctionne bien, mais le démarreur non. Elle m'intéresse à l'état des masses, pensant qu'il y a peut-être une perte d'intensité quelque part. Vu qu'un décapage n'a rien amélioré, je vais regarder la boîte à fusible plus en détail, mais il faut déjà enlever tout le foin. En regardant de plus près le circuit électrique de la voiture, on comprend qu'il y a quelques inconnus dans notre équation. Un montage discutable autour d'un relais et une alarme Cobra qui a été bricolée à un moment donné. Il est donc temps de se faire peur en se penchant sous le tableau de bord, et vous allez voir qu'on va pas être déçus. On n'a pas le choix. Pour pouvoir faire un diagnostic digne de ce nom, il faut commencer par virer tous ces circuits qui chantent ou fonctionnent en parallèle du faisceau d'origine. On y verra plus clair, et la voiture aura moins de chances de périr dans les flammes. Évidemment, comme je n'avais pas prévu de jouer à l'électricien aujourd'hui, j'avais rien préparé, et donc j'ai été acheter ce qu'il me fallait. Pour être à l'aise, j'ai débranché purement et simplement la boîte à fusibles. Heureusement qu'un ami passait par là par hasard au moment où j'ai tenté de remonter le tout parce que tout seul, c'est sportif. Merci Philippe. L'alarme peut donc maintenant être traitée comme elle le mérite. Sauf que tout ça n'a rien changé à notre problème. Je m'intéresse donc maintenant au démarreur qui semble faire un peu la tronche. Son faisceau de solénoïde aussi d'ailleurs. Les affaires reprennent. Après beaucoup trop d'heures à chercher d'où venait le problème, c'est-à-dire pourquoi le moteur ne tourne pas, enfin le démarreur ne tourne pas. Donc il a fallu que je refasse un pont entre ces deux contacts là. Le faisceau pareil, j'ai dû rajouter un morceau, c'est temporaire hein, bien sûr. Il faut au moins que je protège la masse qui a brûlé. C'est très étrange sur cette voiture. La plupart des fils rouges sont des masses. Celle-là c'en est une. Et c'est pas moi qui ai changé, hein, elle est bien rouge comme ça. Et sur côté Neyman, pareil, j'ai été surpris, ça m'a fait un peu de temps. La masse arrivée là-bas, elle est noire avec un trait, elle est rouge avec un trait noir. Et j'avais pas vu ce foutu trait. Mais bon, c'est très bizarre, voilà. Mais enfin, j'ai également nettoyé le contacteur de Neyman. Je pense pas qu'il était fautif au final, mais bon, on sait jamais. Du coup, j'ai encore été plus loin dans le démontage. Voilà, j'ai sorti la partie qui sert donc à verrouiller la colonne de direction avec la clé.
Et le contacteur est là. Donc je me suis servi à l'arrière des broches ici pour faire mes tests, pour retrouver la masse et l'alimentation. Et si je prends un tournevis et que je pose la caméra sur mes genoux, donc on met le contact et... Vous n'avez pas pu assister au démontage de ces pièces, je vais vous montrer le remontage à défaut de ça. Donc évidemment pour faire ça il faut avoir la clé, c'est le principe. Pour ceux qui n'auraient jamais vu, c'est cette petite came là qui va bloquer la colonne de direction. Ça va traverser la colonne dès que vous allez enlever la clé. Voilà. Donc c'est ça qui bloque le volant finalement. On va mettre le compteur. La colonne de direction est bloquée. Impeccable. Comme ce problème majeur est résolu, on peut poursuivre le fil des vérifications en passant à l'alimentation en carburant. C'est dans le coffre que ça se passe, sauf que quelqu'un a installé un support de subwoofer vissé au dos de la banquette. C'est dommage, c'est le seul accès qu'on a pour déverrouiller les fixations du dossier. Va falloir bourriner un peu. Comme la vie de l'amateur de vieilles brouettes ne peut pas être faite que de malheur et de déconvenues, il faut bien de bonnes nouvelles de temps en temps. Dans mon cas, c'est l'état du réservoir qui fait plaisir à voir. C'était inattendu. Encore plus inattendu, la pompe à essence fonctionne toujours. Alors... Ah si,
Si, il y a bien de l'essence qui a commencé à gicler. Il va falloir que je réinstalle le filtre. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vérifier déjà qu'on ait de l'alimentation dans la bobine pour ensuite vérifier si on a bien une étincelle aux bougies. Et si c'est le cas, ça sent bon. Ça veut dire qu'on pourra tenter un démarrage, mais il reste l'inconnu de l'état du gadget, donc le plateau sonde ici avec son distributeur. Une fois qu'on aura mis en pression le circuit, on pourra éventuellement tester et voir ce que ça donne. C'est là que ça devient intéressant. Donc des filtres, j'en ai pris quelques-uns, voilà, celui-là c'était le moins cher, ça va me permettre de faire mes tests, au moins. Il y a des joints avec en plus, voilà, j'espère que ça convient, on va voir. Il me semble qu'il manque une vis banjo, mais je vais voir si j'arrive à retrouver ça. Bon bah en fait non, la vis c'était resté tranquillement là-bas. Direction in, out, in. Ça on va le laisser ouvert, le plateau sonde, parce que s'il y a de la pression d'essence et qu'on sent une résistance à la levée du plateau, déjà c'est bon signe. Pour l'instant j'en sais rien, j'ai pas encore assez fait tourner d'essence dans le circuit. Là on devrait avoir en fait une vanne de ralenti qui est manquante. Pour l'instant je peux pas faire autrement que peut-être de boucher ça avec une autre durite. Je vais voir ce que je trouve. Voilà, j'ai trouvé un bout de durite qui je pense devrait faire l'affaire pour que ce soit à peu près étanche dans un premier temps. Voilà. Pour qu'un gadget fonctionne bien, il faut absolument pas faire ce genre de bricole, hein, parce que clairement ce que je fais là ça va pas être étanche, mais ça sera mieux que d'avoir un trou béant. Donc je vais débrancher la bobine. Oui, on en a. Donc la pompe est en forme apparemment. Maintenant, est-ce que le plateau sonde oppose un peu de résistance? Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va pas encore mettre l'allumage. Je vais ouvrir ces canalisations. Alors, le principe, c'est qu'avec une Audi en gadget, au bout d'un moment, vous devenez spécialiste pour remettre en place la durite gaufrée du gadget, qui est très pénible à faire. Mais ça veut pas, hein. Putain. J'y suis arrivé. C'était très chiant. Faut bien tâter à l'arrière là, que ça soit engagé complètement dans la gorge. Sinon c'est mort, ça fonctionnera pas. Ok, maintenant on va voir ce qui se passe par là. Avant, un coup de dégraissant pour virer tout ce qui traîne par là. Voilà, ça va vite s'évaporer. Et je pense qu'après on y verra plus clair. Voilà. L'arrivée principale, je pense qu'elle pisse tout de suite. Non? Oui, peut-être. Non, c'est pas l'arrivée, celle-là, je pense que c'est l'injecteur de départ à froid, oui. C'est ça. Je dis n'importe quoi. Allez. Bon, il faut qu'on vérifie notre ordre d'allumage. Donc l'ordre sur ces 5 cylindres, c'est 1, 2, 4, 5, 3. Donc 1, c'est celle-là qui bouge. 1, 2, 4,
5 et 3. Donc là on est bon. Maintenant, on va essayer de remplir notre filtre à essence. Alors notre bobine est là. Je suppose qu'on a un plus et un moins là. Et on va tester ça tout de suite avec le multimètre en mettant le contact bien sûr. Bon, on va mesurer directement à la bobine. Plus simple. Yes. On a 12 volts. Donc la bobine fonctionne. On va brancher une bougie et voir si on a de l'étincelle. On va faire ça en 2 temps pour éviter qu'elle démarre si jamais. Je vais débrancher la pompe à essence. Ouais, c'est pas simple pour moi. Là d'où je suis, je vois pas. J'ai essayé de trouver une position qui me permettra moi aussi d'être sûr. Vous savez déjà, a priori. Et donc vous savez qu'il n'y a pas d'allumage. Chose dont j'ai pas réussi à être sûr finalement. Non, il faut qu'on vérifie notre ordre d'allumage. Donc l'ordre sur ces 5 cylindres c'est 1, 2, 4, 5, 3. Donc 1, c'est là qui bouge. 1, 2, 4, 5 et 3. Donc là on est bon. En principe on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Pas pour la faire tourner longtemps, puisque le circuit de refroidissement, là, j'ai enlevé un paquet de trucs. A commencer par le vase d'expansion, donc forcément ça va pas être très étanche. De toute façon il n'y a pas de flotte dedans. Mais c'est l'heure d'essayer. Donc hop, on rebranche notre bobine avant de se dire que putain tout ce qu'on a fait ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Et il reste plus qu'à tester et là j'ai une furieuse envie de pisser. Donc je vais aller pisser en premier. Et puis après je vous reprends pour tenter ce premier démarrage. Tant pis. Il est bien que j'avais pas vu d'allumage d'étincelle. Il manque quelque chose ici. Ouais. Normalement j'en ai un. Mais voilà, j'espère que c'est le bon. Franchement ça a l'air. Je vais voir l'état de cette tête de distributeur parce que ouais, elle est pas très belle. Tant qu'à faire, on va la remplacer. Plus la bobine. C'est dommage de l'oublier. Quand j'ai démonté la bougie, que j'ai pas remonté d'ailleurs là, j'ai remarqué que elle était bien mouillée, bien humide d'essence. Et c'est bon signe. Comme vous vous en doutez. Quel stress là quand même.
calme. C'est bien, c'est bien. Le ralenti est franchement accéléré parce que j'ai pas suffisamment réfléchi à ce que je faisais en chantant la vanne de ralenti qui était absente. Il aurait fallu obturer son emplacement quitte à devoir artificiellement maintenir le régime de ralenti moi-même. Bon, en soi que le moteur tourne relativement vite au premier démarrage, c'est pas un vrai problème tant que la charge est faible. En un sens, c'est parfois même une bonne chose puisque la pression d'huile est plus importante. D'ailleurs, les poussoirs ont assez rapidement arrêté de claquer, signe qu'ils se sont réamorcés. Alors, on démarre un coup de nouveau, histoire de voir si ça fume toujours autant. Bon, maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet pour essayer de rouler avec. Et ce sera au prochain épisode. Donc, comme d'hab, si vous n'êtes déjà pas abonné, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo. Et à bientôt. Probablement avec celle-là. En ce moment, c'est mon truc. Allez, à plus. Ciao.